attendant. Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Tu fais bla bla bla. Bien. Alors, eh ben, on est bien content le 1er février à 17h parce que Christophe Catus est là et bon, c'est un personnage politique important à Bergerac et pas plus tard qu'avant-hier, nous venons de rater un autre personnage politique important qui est le maire de Bergerac qui hélas ne s'est pas rendu au rendez-vous que nous avions prévu avec lui. Pour parler du même sujet qu'avec toi, c'est-à-dire, on se tutoie parce que j'ai été ton prof il y a environ 150 ans, donc voilà. Et puis, c'est vrai que tu es un personnage de Bergerac qu'on rencontre souvent, tu es toujours sur le terrain. Et donc, avec Monsieur Rousseau, ben, on voulait parler de la réforme territoriale à la suite de deux autres entretiens que nous avions fait, d'une part avec Monsieur Garrigue, d'autre part avec les Verts bergeracois, enfin certains des Verts bergeracois. Et donc, ben, tu es le troisième personnage, troisième comme ça, troisième domaine d'intervention sur ce thème de la réforme territoriale. Alors, ce sur quoi on s'est mis d'accord, on va essayer de cadrer les choses, c'est-à-dire de donner une petite idée du cadre national de cette réforme. Et puis ensuite, on passera à quelque chose de plus local. Et c'est toi qui commanderas, évidemment. Je suis un peu long parce que figure-toi que nous avons un excellent auditeur, enfin un excellent téléspectateur qui repasse en nous regardant. Et alors il dit, oh, bah, c'est très long, Canal Pop, on s'emmerde. Donc j'ai le temps de repasser 3 pantalons. Alors j'espère qu'il aura le temps de repasser 4 pantalons aujourd'hui. Et sans faux plis. En Avant tout cas, concernant Dominique Rousseau, je suis convaincu que ce n'est que partie remise. Hein. Oui, j'espère. Il viendra vous rencontrer. Ah, c'est vrai que vous sans êtes problème. Parti au fond. Mais, ben, bien voilà. entendu, bien entendu. Oui. Et bon, voilà, il viendra, il vous rencontrera sans problème et avec grand j'espère. plaisir. Mais ça fait quand même bien longtemps qu'on essaye d'avoir soit lui, soit quelqu'un qui parlerait de démocratie participative à la mairie, Monsieur Chagnot, pour ne pas le nommer, et on n'arrive pas à les avoir, quoi. C'est très compliqué. Bon, mais c'est aussi une affaire de communication. Et puis, vous autres, les politiques, vous faites comme vous pouvez, hein, bien entendu. Et nous aussi. Bien, alors, la réforme territoriale. En gros, on disait que les journalistes, dont nous ne sommes pas, mais enfin, on va se plier un peu à leurs indications, ont adopté le terme de millefeuille pour parler de réforme territoriale. Millefeuille à la carte, millefeuille dont certains se plaignent, d'autres au contraire qui aiment beaucoup les pâtisseries disent non, c'est très bien. Bon. Bref, on est un peu sorti de l'alternative que nous, on avait cru au début en commençant cette série d'entretiens, une alternative qu'on croyait un peu commune, c'est-à-dire l'usine à gaz, personne n'y comprend rien, ou bien la lutte de clans, c'est-à-dire la mafia, pour parler vite, c'est-à-dire une occasion de plus pour les politiciens de se réserver des... Tu es bien placé pour savoir que les politiciens sont soupçonnés du pire, évidemment, ce qui ne t'empêche pas d'être dedans depuis longtemps, hein, donc tu as sûrement des choses à dire là-dessus. Mais voilà, plutôt que lutte de clan ou usine à gaz, on a un millefeuille. Tu es d'accord sur cette généralisation ? Oui, enfin, millefeuille, après, tout dépend ce qu'on y met dedans aussi. Mais cette situation tient aussi sûrement à notre héritage et à l'histoire de notre République. Oui. Bien entendu, il y a eu la création des départements à la fin du 19e. Mmh. Ensuite, il y a eu la création des régions administratives dans un premier temps dans les années 70. La région en tant que collectivité dans les années 80. C'est une évolution quand même dans le temps importante et effectivement ça tient maintenant, le millefeuille tient à ça aussi,
plus bien sûr l'émergence au niveau européen. Comment tu résumerais cette évolution? C'est une rationalisation, c'est une... Et c'est à la fois une tentative de rapprocher, à mon sens, le pouvoir vers les citoyens, mais également la proximité, mais également effectivement sûrement une tentative de rationalisation entre les différentes compétences. L'objectif étant de donner la compétence dans le territoire le plus pertinent pour justement assurer cette compétence, quoi. Oui, alors justement là, ça fait déjà partie d'une des piqûres d'épingle, mais enfin qui traverse ce millefeuille. Quand on parle de compétences au bon niveau, on va dire attention, ça va être encore une affaire de chacun veut son leadership. Enfin, c'est une affaire de chef, quoi. Il y a des gens qui vont dire moi je suis chef là-dedans, donc je tiens à mon truc. Je l'ai lu dans les journaux là, les articles que j'ai pu ramasser sur cette question. Il y a une crainte, par exemple, de la droite, mais aussi des élus ruraux qui sont ensemble là-dessus pour dire aïe aïe aïe, c'est de la recentralisation dans la décentralisation. C'est encore un coup, le coup du dictateur local qui va prendre le pouvoir. On a même parlé de retour à la féodalité. Alors c'est un type de gauche qui dit ça, c'est Mélenchon, là j'ai un article sous les yeux, et qui parle d'une machine à déchiqueter la République. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, je pense vraiment que l'idée c'était de trouver le niveau géographique pertinent pour pouvoir conduire les actions au service de nos concitoyens. Effectivement, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que sur le social et la solidarité, effectivement, le département semble être le territoire le plus pertinent. Le social représente 52% du budget du Conseil général. C'est ça. Ensuite, ce que cette réforme va sûrement accentuer, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, et notamment avec sociale. La compétence sociale et en plus un transfert de la compétence de tout ce qui concerne l'handicap. D'accord. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a au niveau régional, on voit bien que la région développe ses compétences au niveau économie, et là aussi, il va y avoir un transfert de compétences pour tout ce qui est formation professionnelle, politique de l'emploi, mais aussi tout ce qui est innovation et recherche. Donc l'idée, c'est à l'échelle de la région de pouvoir mener une politique adaptée aux caractéristiques de la région, quoi. Oui, ça aussi, c'est une des raisons de soupçon, de doute, parce que, alors le social, effectivement, c'est déjà en marche, tu l'as dit, 52%. Alors, on va effectivement accentuer ces choses-là. Après tout, pourquoi pas, la compétence sociale de la proximité départementale paraît assez justifiée. Maintenant, pour l'économie, ça risque de poser un autre problème, puisque j'ai lu que cette réforme allait plutôt donner la mainmise économique à la région, c'est-à-dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, un conseil territorial, un haut conseil territorial, où justement sera distribuée cette compétence économique, mais évidemment sous l'égide de la région. Enfin, bien entendu. Ensuite, il reste le fait marquant que, bien entendu, les règles, la loi, restent bien entendu au niveau national. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait ce respect d'égalité de tous devant la loi. Donc il faut trouver une bonne articulation entre le respect et l'égalité de tous devant la loi et le respect de l'État et l'action locale diversifiée en fonction de... Ouais, ça c'est très compliqué. Alors là on est dans le domaine de la gestion. Effectivement on aperçoit un morceau de l'usine à gaz. L'autre morceau c'est disons l'aspect plus purement politique, peut-être même électoral, c'est-à-dire le changement de découpage. Enfin, les cantons vont diminuer en nombre, même si le nombre d'élus cantonaux va rester le même. Il y a déjà une petite réforme de la part de notre gouvernement récemment qui s'est fait blackbouler au Sénat, puisque c'est pas passé le binominal paritaire, si je me souviens bien. Voilà. Alors, du point de vue
électoraliste ou électorale du point de vue politique, cette réforme peut-elle s'envisager? Enfin, comment tu vois les choses? Est-ce que c'est une façon d'arranger ça aussi, mais de quelle manière? Enfin, l'idée est bon, c'est vrai que les cantons et le découpage actuel, pareil, datent du 19e siècle. Hein. Donc, l'idée était aussi d'adapter les cantons à la réalité d'aujourd'hui. Et l'idée du gouvernement, c'est de redécouper les cantons aussi en fonction de la population, pour pas qu'il y ait trop de différences de population d'un canton à l'autre. Voilà. Donc c'est la logique qui conduit à cette réforme des cantons. C'est vraiment cette logique-là, ou bien c'est un paravent pour... parce que là, tu vois tout de suite les soupçons électoralistes. Enfin, hein. Ensuite, la préoccupation qu'il faut que nous ayons, c'est que même s'il y a des territoires qui sont moins peuplés, il faut que leur poids et leur parole soient égales aux autres territoires. Voilà. Et notamment les territoires ruraux. Voilà, il s'agit de lisser, si j'ai bien lu, il s'agit de lisser ces grands écarts parfois entre des cantons. On parle d'un écart entre 1 et 47 par exemple dans l'Hérault, alors que cette réforme dira bon, il n'y aura pas d'écart de plus de 20%. Voilà. Par rapport à la moyenne départementale, cantonale. Voilà, d'accord. Voilà, donc ce qui paraît en effet raisonnable. Ensuite, l'idée étant, l'autre idée phare de cette réforme étant de favoriser la parité. Ouais. Parce que nous savons bien que pour les élections cantonales, jusqu'à présent, effectivement, les dames représentent 14% des élus. Donc l'idée étant effectivement, cette fois-ci, d'élire un binôme. On diminue le nombre des cantons par 2. En agrandissant ces cantons, mais en gardant le même nombre d'élus. On garde le même nombre d'élus et on élit un binôme dans chaque canton, un homme, une femme. Tu penses que ça va passer à l'Assemblée parce que le Sénat l'a repoussé, mais tu penses que... Oui, ça va passer à l'Assemblée, oui. D'accord, et ça va être voté, quoi. Ça sera voté, oui. Et au retour au Sénat, etc. Enfin bon... Après, c'est le jeu de la navette. D'accord, c'est la navette. Mais tu penses, tu es optimiste là-dessus? Oui, mais je pense que c'est une réforme qui va dans le bon sens. D'abord parce que ça favorise la parité et ensuite ça permet aussi de redynamiser les élections qui s'appelleront désormais élections départementales. D'accord. Effectivement. Dernier point, alors peut-être pour en finir avec ce cadre général, c'est pas très loin, mais l'histoire du cumul des mandats risque de revenir sur le tapis et bien se mélanger à cette... J'espère bien que ça va venir sur le tapis. Notre président s'est engagé à présenter un projet relatif au cumul des mandats au printemps 2013. Je participais dimanche dernier à la réunion nationale des secrétaires de section à Paris. Et lors de l'intervention de notre premier secrétaire national, Harlem Désir, celui-ci a dit très clairement que nous ne céderons pas sur le non-cumul des mandats. Et les 2000 secrétaires de section se sont levés et ont applaudi et même, on peut dire, presque ovationné les propos du premier secrétaire national. Donc il y a une vraie volonté, une réelle volonté à la base. Oui, enfin, M. Rebsamen ne doit pas être d'accord avec toi, là. Oui, mais écoutez, il est au après, PS aussi. Il est au PS. Il y a des sujets, on vote et on applique la majorité, quoi. D'accord. Voilà. Là aussi, tu penses que ça va passer? Moi, je fais confiance à François Hollande sur ce point. Ouais. Vraiment. Oui, enfin, sur ce point, sur bien d'autres points, mais sur ce point particulier, je lui fais confiance. Oui, d'accord. Mais enfin, bon, le projet de François Hollande est le suivant, c'est de dire 85% de cumulard. Hein, oui, on va faire quand on dit non cumul, quand on dit non cumul, le projet qui sera présenté au printemps 2013 pour une application après les élections locales de 2014, c'est un projet de non cumul des mandats parlementaires avec un mandat d'exécutif local. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus être parlementaire et président d'une collectivité locale ou maire d'une grande ville ou adjoint au maire, avoir une fonction exécutive locale. Ça n'empêchera pas un député d'être conseiller municipal aussi, se couper justement du terrain. Ou d'être conseiller général, mais sans avoir de responsabilité locale. Oui, on leur fait confiance pour s'arranger.
C'est-à-dire pour conserver un certain cumul qui ne va pas dire son nom, peut-être. Oui, mais enfin, entre un parlementaire qui est président du conseil régional et un parlementaire qui est conseiller régional, je veux dire, il y a quand même moins de... D'accord. Voilà. Non, mais bon, c'est du rêve. Moi, voilà, au-delà d'une question des personnes, hein, j'espère que cette réforme aboutira. Mais, de manière plus utopique peut-être, qu'est-ce que tu penses toi personnellement d'un seul mandat, quoi, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un maire, d'un député, d'un conseiller général, qu'on appellera plus comme ça maintenant, un départemental, je sais pas, mais voilà, pourquoi pas, non? Oui, pourquoi pas. Ensuite, bon, effectivement, c'est le type de réforme qu'on ne peut pas imposer ou arriver tout de suite. Il faut par étapes. Et là, je pense que grâce au Parti socialiste, ça sera une étape importante avec le projet du président de la République. Ok. Bon, alors, écoute, voilà, à moins que tu veuilles y ajouter quelque chose sur ce plan national, un peu historique aussi. On a fait, pas le tour, parce qu'évidemment c'est impossible, mais on a essayé de rendre compte. Ce qui est important aussi, c'est quand même la concertation. La ministre en charge du dossier, Marie-Lise Lebranchu, discute beaucoup avec les associations d'élus, à la fois les associations d'élus régionaux, départementaux, l'association des maires de France, pour justement arriver à un projet de loi qui recueille le plus large assentiment possible, quoi. Donc c'est pour cela que ces discussions ont lieu en ce moment. Et au cours de l'année 2013, un projet de loi sera présenté. On parle d'acte 3 de la décentralisation. Donc ça sera l'un des projets de loi majeurs du quinquennat. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, on ne peut que conseiller à tout le monde de se renseigner par tous les moyens. On peut y arriver. Hein. Moi, je crois que quand même, on peut y arriver. C'est vrai que le discours courant, le plus médiatisé, ne renseigne pas beaucoup, mais sous cette couche d'apparence et d'affichage, on peut effectivement se renseigner et trouver un petit peu ce qui nous intéresse là-dedans, même si on peut être inquiet quand même quant au rôle de tout un chacun dans cette réforme territoriale. Hein. Bon, mais enfin, ça, c'est l'éternel problème de la politique, sans doute. Très bien. Bon, on va passer peut-être donc au sujet délicat du local. Là aussi, on a quelques documents. On a reçu la lettre du maire, communauté d'agglomération bergeracoise, spécial CAB. C'est évidemment un document qui est plus de propagande que d'information. Et puis, j'ai là quelques articles de Sud-Ouest local, où je vois d'ailleurs qu'on parle de toi. Hein. J'ai lu quelque part, je vais le retrouver. Oui, c'est pour les SNCF, je pense. SNCF, non. J'ai lu quelque part que ton rôle allait être important. Non, ça te dit quelque chose, ça? Je vais le retrouver tout à l'heure, je retrouverai. Enfin bref, il faut quand même préciser que tu es donc secrétaire de... Alors, je suis secrétaire de section donc, du Parti socialiste. C'est la section locale. La section locale. Grosso modo, il y a l'assise territoriale du Parti socialiste repose sur ce qu'on appelle des sections. Et généralement, donc, il y a une section par canton. Donc effectivement, je suis maintenant depuis, ça va faire 8 ans, secrétaire de la section du Parti Socialiste à Bergerac. Ça fait longtemps, c'est-à-dire? Mais ça va faire 8 ans là. 8 ans. Ah, oui. 8 ans. Oui, tu es sur le coup. Voilà. Le rôle de Christophe Catus, qui semble prendre de la dimension depuis qu'il est le suppléant de la députée Brigitte Allain, pourrait être déterminant. Ah. C'est le style. Ah, c'est écrit. Mais non, mais moi voilà. Sud-Ouest, c'est pas vieux, c'est le 9 janvier, voilà. Bon. Très bien. Bon, alors, sur le plan local, est-ce qu'on peut dire que tu es chargé de faire passer cette réforme
enfin de la rendre compréhensible par la base. Comment tu vois ton rôle? Au niveau, alors au niveau de la section et des militants, on présente les projets de loi. Excuse-moi, mais une section, ça représente combien de gens à peu près? À nous, sur Bergerac, nous sommes à peu près 160. D'accord. Ouais, sur le canton. Donc c'est un travail de pédagogie, d'explication. On explique les projets gouvernementaux. On recueille aussi les avis des militants que nous faisons aussi remonter par nos différentes structures internes, départementales. D'accord, sans trahir aucun secret, Ouais. est-ce que tu peux nous donner une idée de cette discussion? C'est-à-dire, les gens sont plutôt réticents à quoi? S'ils sont réticents, ils approuvent quoi? Enfin, ils sont... Mais, généralement, les militants attendent, et pour l'instant, voilà, c'est notre feuille de route, c'est les 60 engagements de notre président. Et, c'est des militants plutôt au sens de bons petits soldats, quoi. Non, mais c'est voilà, nous nous sommes battus pour. Ouais, ok. Effectivement, nous avons élu des députés pour voter dans ce sens, et effectivement, c'est notre feuille de route. D'accord. Ensuite, on peut avoir sur tel ou tel sujet des discussions, on peut avoir sur tel sujet D'accord. des fois, Il y a oui, des points particuliers débats. qui les inquiètent ou ce qui peut les inquiéter, c'est surtout bien entendu, mais c'est ce qui inquiète la société dans son ensemble. C'est la question du pouvoir d'achat, par exemple. Ah bon? Effectivement, c'est une question qui moi, revient j'ai plutôt souvent. lu Quoi. que il y avait un point d'accrochage, Ouais. enfin, ou de résistance à la réforme du côté des petites communes, c'est-à-dire des petites communes. C'est pour ça qu'on va essayer d'avoir quelques entretiens avec des maires, parce Ouais. que il semble que les journaux, enfin là où je peux me renseigner, soit là le point de crainte, c'est-à-dire est-ce que c'est pas la disparition finalement des communes, disons, de petite et même de moyenne importance, quoi, Alors, au profit des grandes agglomérations, etc. Les communes, là aussi, on parlait d'héritage historique. Effectivement, les communes, c'est notre premier socle, quoi. Il y a 36 000 communes en France. Et si je me rappelle bien, c'est selon la définition de Tocqueville, la cellule de base de la démocratie. Donc, dans notre culture politique, la commune a un Lui, rôle. il parlait surtout des communes américaines, mais enfin, Oui, bon. mais ça a été aussi transposé d'accord. sur Oui, c'est notre vrai. modèle C'est français. un beau mot, il faut bien Et dire. c'est un bon mot. Donc, les communes font partie de notre héritage, et effectivement, s'il y a deux personnages qui sont politiques, qui sont connus dans notre pays, c'est le président de la République et le maire. Donc là, il y a un attachement culturel à ça. Ok. Donc effectivement, nous sommes pour, bien entendu, le maintien des communes. Alors ensuite, Dans ta peut-être... section, tu n'as pas entendu de crainte particulière de... Alors, bien entendu, il faut mettre les moyens en commun pour être plus efficace. C'est le rôle de l'intercommunalité. Mais nous sommes attachés bien sûr, à la sauvegarde des communes, parce que, et en particulier en milieu rural, dès qu'il y a une catastrophe ou dès qu'il y a un problème, des sûr, intempéries, bien sûr. qui est sur le terrain, c'est le maire. Bien sûr. Voilà. Et qui on appelle, c'est le maire. Alors, de ce point de vue-là, est-ce que le maire, il est repéré, comme tu dis, comme communard, enfin, Oui, tout à fait. peut-être comme communiste, enfin, au bon sens du terme, etc. Mais alors, du coup, est-ce que la partitocratie, c'est-à-dire l'étiquetage par des partis, ne devient pas un handicap? C'est-à-dire, pour que le maire soit l'homme que tu viens de décrire, c'est-à-dire le type qu'on appelle le plus proche, etc., est-ce que son étiquetage politique n'est pas un problème? Alors, c'est vrai qu'on voit bien que dans les communes, les petites communes, il n'y a pas, d'étiquetage politique marqué. Et même quand on a un rôle politique et que l'on est élu d'une petite commune, on ne met pas en avant sa couleur politique. Généralement. Mais Donc, bien sûr, mais de façon à ce qu'on se fasse, après, c'est quand même plus la personne, l'homme ou la femme, le caractère de la personne qui compte que l'étiquette politique. Quoi. Alors, excuse-moi, Je mais parle pour les petites communes. Hein. j'ai en tête un événement récent local, puisqu'on est dans le local, c'est l'élection de la CAB, donc la communauté d'agglomération bergeracoise, où manifestement c'est M. Rousseau qui a été élu président. Il est du PS.
PS. Ses deux autres copains, ils sont du PS. Et je crois me souvenir qu'il y avait 57 votants, tous unanimes sur 63, et que les autres ont dû voter blanc, ou je ne sais pas comment on dit, s'abstenir ou voter blanc. Et manifestement, on a l'impression que les Blancs sont justement pas du tout du PS, quoi. Hein, et que là, il y a une espèce d'aspiration par le Parti socialiste. Mais ça pourrait être un autre à sa place. Mais il se trouve qu'ici, c'est le Parti socialiste qui semble, je sais pas quoi, moi, bureaucratiser cette démocratie naissante, là. Enfin, alors, concernant la CAB, donc, comme je sais que vous allez recevoir le Dominique Rousseau là prochainement, il pourra vous répondre de façon très précise là-dessus. Mais il a déjà un peu répondu, voilà. Mais c'est pas très convaincant. Après, de façon beaucoup plus générale, c'est vrai que c'est la création l'intercommunalité, c'est la création d'une nouvelle structure politique. Au sens de rendre service. Bien sûr, ouais. Et donc, effectivement, là aussi, c'est normal qu'il y ait une opposition, une majorité, et qu'il y ait un jeu politique qui s'y déroule. Maintenant, non, mais sur la CAB, moi, je parle au niveau national. Après, il faut faire confiance aussi aux élus, que ce soit de droite ou de gauche, de façon à, comment dire, s'occuper de l'ensemble des communes de façon tout à fait égale, quoi. Voilà, c'est l'enjeu là. Mais je pense que au niveau national, généralement, ça se passe bien. Mais après, qu'il y ait des couleurs politiques qui s'affichent, des options différentes. Bon, après, c'est la vie politique. Bon, le tout, c'est qu'à un moment donné, c'est l'intérêt général qui je ne te le fais pas dire, mais justement, du point de vue du citoyen lambda, est-ce qu'il n'aurait pas été bon que la CAP soit représentée par des sensibilités politiques, comme on dit, différentes, et non pas monocolores, si je peux dire, non? Oui, mais après, sur les structures intercommunales, il y a une question qui se pose, et qui est sous-jacente à ces propos, c'est la question de l'élection des délégués communautaires. Hein, on est bien d'accord, si j'ai bien compris. Voilà. Donc le gouvernement a fait le choix de ce qu'on appelle le fléchage. C'est-à-dire que sur les listes aux élections municipales, 2014 seront indiquées sur le bulletin de vote, seront indiquées les personnes qui seront représentantes à la communauté, à l'intercommunalité. C'est ça. Communauté de communes ou communauté d'agglo. Donc là, il y a quand même une avancée démocratique par rapport à ça. Ça veut dire que le citoyen... Ce sera quand même un scrutin de liste. Mais ça sera un scrutin de liste. Ouais. Oui. Ça sera un scrutin de liste. Ouais. Mais tu vois, là encore, du point de vue un peu idéaliste, est-ce qu'il n'aurait pas été bon de donner un peu cet exemple dès la dernière élection de la CAB, et qui est aussi la première d'ailleurs, c'est-à-dire, écoutez, voilà... peut-être un président PS, mais pourquoi pas des vice-présidents, machin. Moi, là-dessus, je veux dire, voilà, je peux pas parler à la place de. Non, bien sûr, mais en tant que secrétaire de section PS, peut-être que tu pouvais pas dire autre chose. Non, mais il s'exprimera, il vous expliquera tout ça sans problème là-dessus. Voilà. Ce que je souhaite, la chose sur laquelle je souhaite insister sur ce point, c'est que effectivement, ensuite, on sait que les structures intercommunales au niveau national prennent effectivement plus de poids en termes de compétences, et parce que c'est utile, cette idée de mettre en commun les moyens pour être plus efficaces ensemble. Oui, voilà, donc c'est la rationalisation. C'est utile. Ensuite, qu'il y ait un jeu politique effectivement qui comment dire, anime ces structures intercommunales, ça me semble d'un point de vue démocratique une bonne chose. Ensuite, bien entendu, il faut que les règles du jeu soient acceptées par tout le monde, et que voilà, bien entendu. Mais ça me paraît pas incohérent, quoi. Si tu veux, ce que je voulais dire, c'est que Philippe a intervenu. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que le nuancier de couleurs politiques qu'offrent les maires
pourrait être répercuté sur l'intercommunalité et la communauté de communes et la communauté d'agglomération. Ça me paraîtrait, je vais dire une bêtise, mais je pense à Bordeaux, tu as Juppé qui est UMP et Feltès qui est PS, quoi. Oui, mais regardez, je veux dire, la nouvelle communauté de communes Bastide, le lapsus, Bastide, Dordogne, Périgord, le maire, effectivement, le maire de la Linde, et le premier adjoint et le conseiller général de Beaumont, Dominique Mortemousque. D'accord. Bon, voilà. Et qui ne sont pas de même. Qui sont pas du même, qui sont pas du même bord. Mais voilà, l'idée à un moment donné, c'est de se mettre autour de la table. Quelle que soit en fait sa couleur politique, et pour essayer de servir au mieux les concitoyens et de servir l'intérêt général. Un pouvoir partagé est toujours moins dangereux qu'un pouvoir monopolisé. Hein, Bon, Philippe, tu voulais dire quelque chose? Il est derrière la caméra, personne ne le voit, c'est parce qu'il est timide. Vas-y. Donc excuse-moi Christophe, je vais revenir à nouveau sur la CAB. Ma question va être un peu différente, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails de jeux politiques. Juste pour corriger ce que disait Gilles, il y a un vice-président qui appartient au Parti communiste, Arban Zacharon, donc c'est pas que le Parti socialiste. Tu n'as pas le sentiment, ou les militants en section n'ont pas eu le sentiment d'un raté avec cette élection de la CAB entre le projet national, avec les enjeux que tu as rappelés, maintenir l'égalité républicaine, des enjeux très nobles sur la proximité, etc. Ce projet qui est tout à fait intéressant. Et puis, on a eu le sentiment d'une grande opacité dans l'élection de la CAB. On a eu un sentiment d'un raté avec un candidat unique, avec... C'est pas un cumul des mandats, parce que c'est pas un mandat. Il n'y a pas de mandat, c'est pas un mandat électif. Bon, même si je comprends tes réserves, les militants, et bon, je sais qu'en section, il y a le côté stratégie politique, mais on l'entend la rue, et les gens de gauche ou de droite ont plutôt une vision assez négative de la façon dont ça s'est déroulé. T'as pas eu de retour, de militants du PS disant que ça a peut-être été un raté? Moi, je suis pas là pour je veux pas parler à la place du principal intéressé, du représentant de la CAB. Donc justement, je pense que la prochaine émission sera effectivement, il y aura beaucoup de contenu par rapport à ça. Mais plus globalement, je veux dire, une élection des représentants intercommunautaires, effectivement, on peut, discuter, se mettre d'accord, mais à chaque fois, le président demande, est-ce qu'il y a un autre candidat? Est-ce que vous souhaitez voter à bulletin secret? Donc, ça n'empêche personne d'être candidat lorsqu'il y a une élection d'une structure intercommunale, que ce soit à la CAB ou dans une autre communauté de communes ou une autre communauté d'agglomération. À chaque fois, c'est la loi, le président demande qui est candidat. Et les élus et les délégués communautaires votent. C'est le même processus qui a fait qu'il n'y a pas de femmes, par exemple, ou un truc comme ça. Oui, mais ceci dit, le contre-exemple, effectivement, j'ai assisté à la mise en place des présidents ou des vice-présidents de la communauté de communes Bastide, Dordogne, Périgord. Et bien, il y avait un candidat pour la 13e vice-présidence. Quand le président a demandé est-ce qu'il y a un autre candidat, une dame a levé la main. Les deux se sont exprimés et les délégués communautaires ont voté. Et finalement, c'est la dame qui a été élue. D'accord. Bon, très bien, ça nous rassure un petit peu. Un dernier point peut-être, petite, c'est pas Clochemerle, mais c'est Bergerac, et alors on s'engueule évidemment à Bergerac, et alors nous avons reçu à Canal Pourpre un avis très mécontent des Verts de Bergerac à propos de leur censure, disent-ils, dans le bulletin d'Expression, un bulletin qui s'appelle Expression, et qui est le bulletin municipal en fait, qui est largement un journal de propagande bien entendu, mais la loi veut qu'il y ait toujours l'opposition
l'opposition qui s'expriment, et alors on leur aurait sucré leur truc, qu'ils envoient donc par Internet, par courriel, et ils sont très mécontents. Tu as un mot là-dessus ou... Mais là aussi, je m'exprimerai pas à la place des responsables de la mairie. Et, non, mais c'est normal. Voilà, c'est après chacun son rôle, quoi. Ah oui. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que effectivement, on puisse, avec les Verts comme avec les autres composantes de la gauche, qu'on puisse effectivement rétablir le dialogue, recréer des passerelles, rediscuter de façon à ce qu'on puisse se rassembler pour les prochaines échéances. Ensuite, sur ce cas particulier, là aussi, le mieux à même de parler de tout ça, c'est le maire, davantage. Et c'est pas moi. Tu as longtemps été au conseil municipal, enfin dans la municipalité. Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Oui. Pendant combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, bon, on va pas te faire parler sur ce petit épisode, mais excuse-moi, hein, mais les Verts parlent d'autoritarisme méprisant. Enfin, oui, bien sûr. Alors, en tant que vieux directeur de cabinet, donc 2 ans et demi, c'est quand même une expérience intéressante. Qu'est-ce que tu en retires? Je veux dire, d'abord, pourquoi es-tu parti? Enfin, pourquoi n'es-tu plus à la municipalité? Pourquoi as-tu préféré la section du PS? Comment ça se décide, ce genre de choses? Non, mais déjà, ça a été une très belle expérience d'être directeur de cabinet, d'autant plus que quand effectivement je suis arrivé, on venait de gagner les municipales. Donc vraiment, c'est pas mal. Oui. On a des. Et tu as été quelque chose dans la campagne, je suppose. Oui. Je pense. Mais en tout cas, on a été. Voilà, c'était tout nouveau. On était là, on avait gagné, on a eu travaillé des années et des années pour, et effectivement, ça a été une très belle expérience personnelle et professionnelle. La victoire est toujours douce. La victoire est toujours voilà. J'ai travaillé, mais puisque l'occasion m'en est donnée, j'ai travaillé 2 ans et demi auprès de Dominique Rousseau. Voilà. Et là, du coup, je peux témoigner. C'est quelqu'un qui n'arrête pas, qui travaille tout le temps. C'est quelqu'un qui est extrêmement présent. C'est quelqu'un qui a un agenda important et qui comment dire, c'est peut-être, mais qui a vraiment toujours à l'esprit comment améliorer la vie quotidienne des Bergeracois. C'est vraiment, je peux en témoigner. C'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément. Et si la ville a bougé autant depuis 4 ans, c'est aussi cela, quoi. D'accord. Non, mais après, vous savez, c'est directeur de cabinet, c'est un poste très prenant, c'est un poste où on est à 100% dédié à sa mission. Voilà, et puis là, c'est comment dire, la durée de vie, j'allais dire, d'un directeur de cabinet n'est pas on le voit dans tous les exécutifs. Hein. Et puis c'est bien aussi pour le maire de changer, parce que ça permet aussi de redonner un nouveau souffle, de redonner des méthodes nouvelles. Et puis c'est bien aussi pour la personne de pouvoir respirer un peu et faire autre chose, quoi. Non seulement nous sommes à Canal plutôt contre le cumul des mandats, mais nous sommes même contre le renouvellement. Alors donc, tu prêches des convaincus, là on est d'accord pour la rotation la plus rapide possible. Sans plaisanter, tu te définirais comme un politicien professionnel? Non, moi je suis un militant. Voilà, je suis un militant. Mais tu as un boulot aussi. Oui, je suis un boulot. Comment? Mais je travaille je travaille dans une collectivité locale. Hein. Donc je suis rentré au Parti socialiste en 1995, à l'occasion d'ailleurs de la campagne de Jospin. Et je me considère comme un militant. Voilà, mais tu gagnes ta vie professionnellement. C'est quoi ton métier?
Je travaille dans la fonction publique locale, quoi. D'accord. NCD, donc complètement indépendant, voilà, de mon activité politique, quoi. Tu as une spécialité, enfin, tu es un peu sur un Je suis domaine administratif, voilà. Administratif, voilà. Ok, bon. Philippe, tu veux ajouter quelque chose? Non. Christophe, si non, mais voilà, voilà, je me considère comme militant et je veux garder cet état d'esprit, quoi. Voilà, en tout cas, si tu peux dire un mot avec ton influence là, sur la communication municipale, ça nous irait bien, parce que nous avons plutôt l'impression que ça déconne un peu de ce côté-là. On a 4 interlocuteurs au moins à la mairie, voire 5 ou 6, on ne sait pas très bien à qui s'adresser. Et voilà comment les malentendus se produisent, tu vois, avec un rendez-vous manqué. Mais les rendez-vous manqués sont faits pour réussir le prochain coup. Ok, bah, merci beaucoup en tout cas. Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Tu fais bla bla